Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur le webinaire sur le testament. Quoi sert-il? Doit-on en faire un? On accueille Adrien Labbé, qui est notaire à Angers, puis également Séverine Thérom du Gérontopole Pays de la Loire, et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice d'Humagogie et également une aidante. Tutonomie, c'est une web-série qui est sur YouTube pour soutenir les aidants près d'un proche en perte d'autonomie. Ce sont des vidéos, des tutoriels qui sont réalisés avec des experts du médico-social, qui nous montrent des gestes et nous donnent des astuces pour nous soutenir dans notre vie d'aidant. Ce projet a démarré en 2019 et c'est soutenu toujours par Malakoff Humanis. Et puis, on a mis en place des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets un peu plus larges. Donc ce projet, il est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et on réalise toujours ces projets-là avec l'expertise des professionnels et le partenariat avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse la parole, Madame Thérom. Merci Madame Guillon. Bonjour Monsieur Labbé. Donc je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui puisqu'effectivement la question de la transmission, de la succession, la rédaction d'un testament, autant de questions que nous pouvons nous poser. Je me suis demandé en préparant ce travail, j'ai voulu chercher des informations. Force est de constater que on peut trouver peu d'informations pertinentes sur Internet. Donc je me suis dit effectivement c'est vraiment une question où il nous faut un expert. On peut pas s'aventurer tout seul dans ces méandres qu'est la succession et en tout cas la protection de cette succession. Ces questions interviennent à des moments clés de la vie. Il me semble que ces moments clés que sont le mariage, l'acquisition d'un bien, la naissance d'un enfant sont autant de moments de la vie qui nous font nous questionner sur et demain, si j'étais amenée à disparaître, qu'est-ce que je laisse derrière moi, comment je le transmets et comment je sécurise tout ça. Monsieur Labbé, je vais vous laisser la parole pour nous présenter toutes ces interrogations. Écoutez, merci pour cette introduction. Donc, je me présente, je suis Adrien Labbé, je suis notaire associé donc à Angers. Effectivement, le sujet des transmissions, le sujet des testaments est un sujet qui préoccupe d'ailleurs plusieurs personnes, notamment dans le cadre d'une préparation d'une succession. Alors évidemment, il faut rester très positif. L'objectif, c'est de vivre le plus longtemps possible, mais c'est important aussi parfois de se poser des questions pour faire en sorte que lors du règlement de sa succession, les choses puissent se passer au mieux. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est plus précisément le testament. À quoi sert-il? Doit-on en faire un? On peut anticiper sa succession finalement, quel que soit son âge, même lors d'une première acquisition. Donc, le premier point, c'est clairement la définition du testament. Qu'est-ce que c'est qu'un testament? Pourquoi en faire un? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Beaucoup de personnes pensent que il faut absolument faire un testament pour préparer sa succession. C'est pas nécessairement le cas et je vous donnerai effectivement des exemples. Également, le contenu du testament, on va voir qu'on est sur un sujet plutôt patrimonial et que des dispositions extra-patrimoniales n'ont pas forcément à figurer dans un testament. Et puis, on va voir quelle est la nature des legs qu'on peut faire, comment on peut transmettre dans un testament, et puis les limites, parce que dans certaines situations, on peut pas faire ce qu'on veut. En France, on en reparlera, on a une réserve héréditaire, dans le sens où lorsqu'il y a des enfants, on ne peut pas écarter ses propres enfants de sa succession. En tout cas, on ne peut pas le faire dans une certaine limite. On va parler ensuite de la forme des testaments. Alors, c'est intéressant d'aborder ce point-là, notamment le testament holographe, le testament authentique. Qu'est-ce que sont que ces testaments? Parce qu'un testament peut très bien être rédigé de la main du testateur, de la personne qui souhaite effectivement transmettre, mais on peut avoir des situations parfois, notamment une incapacité matérielle, physique plutôt, de rédiger son testament. On a toute sa capacité, mais malheureusement, on est frappé de cécité, on a un handicap physique qui porte pas atteinte à nos facultés mentales, intellectuelles, mais malgré tout, on peut pas rédiger soi-même son testament, et donc on peut faire appel au notaire pour la préparation du testament authentique. On profitera également de ce deuxième point pour parler de la situation des majeurs protégés. Vous pouvez avoir justement en qualité d'aidant, vous êtes avec une personne qui peut être sous un régime de protection. En France, il y a plusieurs régimes de protection, l'habilitation familiale, la curatelle, la tutelle. On a aussi la question des mandats de protection futurs. Et donc, savoir si une personne sous ce régime de protection ou sous un régime de protection, est-ce qu'elle peut faire un testament? On va voir que ces personnes-là, même sous un régime de protection, peuvent faire des testaments, mais parfois dans certaines conditions et avec quelques précautions à avoir.
Et puis on terminera par le rôle du notaire. Le rôle du notaire, il faut savoir qu'en France, on est aujourd'hui presque 18 000 notaires. La profession a doublé son nombre de notaires en 5-6 ans, ce qui est plutôt positif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des professionnels du droit qui sont là pour vous aider et vous conseiller. Et il faut savoir que le conseil, un rendez-vous de conseil aujourd'hui chez un notaire, un premier rendez-vous pour avoir une première approche, n'est pas facturé au client. Donc, malheureusement, on communique pas suffisamment là-dessus, mais on a un rôle de pédagogie. On doit vulgariser, c'est notre rôle de notaire. On doit vulgariser les termes juridiques. Vous parliez tout à l'heure d'Internet et des recherches qu'on peut faire sur Internet. Très sincèrement, il faut trier. Et puis, c'est des termes qu'on n'a pas l'habitude d'employer. On a notre jargon juridique. Notre code civil date de 1804, donc il y a encore des termes qui sont relativement anciens. Et notre rôle notaire, c'est de pouvoir vous expliquer pour que ce soit le plus clair possible. Et dans le rôle du notaire, on verra que le notaire a un rôle notamment pour conserver votre testament, pour garantir qu'au moment de la succession, on puisse le retrouver. Et ça, c'est important. On peut aussi, pendant toute sa vie, lorsqu'on a fait un testament, décider de le modifier et voire de le révoquer. Donc ça, c'est des points importants à aborder. Et puis enfin, la fiscalité successorale. C'est toujours intéressant de savoir lorsqu'on transmet à quelqu'un, parce que parfois on peut avoir un réel désir de faire une transmission à une personne, mais si c'est une personne qui ne fait pas partie de la famille, il faut savoir qu'en France, il y a une très très forte fiscalité sur les droits de succession. Donc c'est un point important aussi à considérer lorsqu'on envisage de transmettre. Commencer par la définition du testament. Qu'est-ce qu'un testament? Il faut commencer par le début. Donc, c'est prévu par le Code civil, c'est pas une invention, évidemment. Le testament est un acte par lequel une personne dispose pour le temps où il n'existera plus, donc au moment du décès, de tout ou partie de ses biens et droits. Ce qu'il faut retenir, c'est que le testament, il fonctionne au moment d'un décès. C'est ce qui distingue la donation. Une donation qu'on fait de son vivant, donc on est en vie, on transmet de son vivant. C'est une transmission, comme on dit, entre vifs. Je suis vivant, je fais une donation à quelqu'un, je peux le faire dans certaines conditions. Donc ça s'appelle une donation. Un testament, c'est un acte, un document qu'on a établi qui est unilatéral dans le sens où on ne peut pas, sur un même testament, parler de deux personnes. C'est personnel, le testament est personnel. Et donc, le testament est là pour simplement dire, voilà, si je décède, au moment de mon décès, voilà comment j'envisage la transmission de mes biens. Point important, les dispositions extra-patrimoniales sont à éviter dans un testament. La tutelle testamentaire, je pourrais en parler. C'est quoi les dispositions extra-patrimoniales? C'est tout ce qui ne concerne pas votre patrimoine. Exemple, au moment de mon décès, je souhaite être incinéré, je souhaite être enterré, je souhaite avoir un office religieux. Toutes ces dispositions qui sont extra-patrimoniales, qui ne concernent pas votre patrimoine, n'ont pas à figurer dans votre testament. C'est pas interdit, attention, rassurez-vous, ceux qui ont prévu des dispositions extra-patrimoniales dans un testament ne rendent pas le testament nul, simplement. Je vais vous donner un cas concret. Bien souvent, en tant que notaire, on intervient, et heureusement, après la période de deuil, en tout cas de l'organisation de la sépulture. Les héritiers vont venir nous voir une fois que la sépulture a eu lieu, et les héritiers vont prendre le temps, du coup, d'ouvrir un dossier de succession chez un notaire. Et c'est à ce moment-là où on ouvre le testament. Je me suis retrouvé un jour dans une situation où je donnais lecture du testament aux héritiers, et dans le testament, il y avait tout un paragraphe sur l'organisation des obsèques. Eh bien, les héritiers étaient malheureux parce qu'ils ont appris que le défunt souhaitait avoir des obsèques organisées d'une certaine manière et malheureusement, n'ayant pas eu connaissance du testament, ils n'ont pas pu respecter ses vœux de dernière volonté. Donc, le conseil que je peux donner lorsqu'on souhaite justement organiser une sépulture, la méthode de sépulture, c'est de le faire sur un document à part qui ne s'appelle pas un testament, c'est un document qui n'a pas forcément de valeur juridique, il a plutôt une valeur morale, et ce document, on va le transmettre à ses proches, à éventuellement un aidant, pour que, au moment de la succession, cette personne ait un document écrit qui reprend les vœux justement pour l'organisation des obsèques. Donc, pour résumer, le testament a une vocation uniquement pour transmettre un patrimoine. Il n'est pas là pour dire comment on organise sa sépulture. La tutelle testamentaire, en 2 mots, là, c'est extra-patrimonial. C'est la situation où nous avons donc une personne qui a un ou plusieurs enfants mineurs. Et cette personne se dit, voilà, si je dois décéder avant la majorité de mes enfants, donc pendant leur minorité, je souhaite désigner un tuteur. Et c'est vrai qu'on peut, dans un testament, désigner un tuteur
qui veillera donc sur les enfants pendant leur minorité. Donc là, c'est extra-patrimonial, mais en effet, ça se fait dans le cadre d'un testament. J'enchaîne sur la notion de réserve héréditaire. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Il faut savoir qu'en France, les héritiers réservataires, ce sont les descendants, les enfants. C'est-à-dire que en France, on ne peut pas, comme je vous le disais, écarter ces enfants de la succession. Vos enfants ou votre enfant doit forcément intervenir. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons où là, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, on n'a pas de réserve héréditaire. Et dans ces cas-là, un parent peut très bien, dans un testament, transmettre l'intégralité du patrimoine à une autre personne que l'enfant. En France, ce n'est pas le cas. Ça fait partie notamment de la fameuse affaire Johnny Hallyday où les gens s'étaient émus de savoir que certains biens de Johnny Hallyday avaient été transmis uniquement à ses enfants adoptifs et non pas à ses enfants qui vivaient en France. Et donc, il pouvait le faire parce qu'il avait un patrimoine aux États-Unis sans réserve héréditaire. Donc, pour reprendre, lorsque une personne a des enfants, les enfants font partie de la succession. On peut malgré tout disposer d'une quotité disponible. C'est quoi la quotité disponible? Lorsque j'ai des enfants, malgré tout, la loi me permet d'avoir une petite partie de mon patrimoine que je peux transmettre à qui je veux. Et le calcul est assez simple. Quand vous avez un enfant unique, la loi préserve une réserve héréditaire de la moitié de votre patrimoine. Donc, vous avez un patrimoine qui vaut 100 000 euros. Votre enfant, vous avez un enfant unique, doit au moins avoir 50 000 euros de patrimoine. Il doit au moins avoir la moitié. L'autre moitié, la quotité disponible, vous avez la possibilité, par un testament, de transmettre cette autre moitié, dans mon exemple, c'est 50 000 euros, à qui vous voulez. N'importe qui, même un ami, une connaissance, qui ne fait pas partie de la famille. Lorsque vous avez 2 enfants, vos 2 enfants doivent toucher au moins 2/3 de votre patrimoine. Il vous reste donc 1/3 que vous pouvez transmettre à qui vous voulez. Et enfin, quand vous avez 3 enfants ou plus, vos 3 enfants ou plus doivent au moins toucher 3/4 de votre patrimoine et le quart restant est une quotité disponible que vous pouvez léguer à qui vous voulez, à une association, à une connaissance qui ne fait pas partie de votre famille. Voilà le terme de réserve héréditaire, il est très important. Pour continuer, il faut savoir que lorsqu'on a des enfants, si on ne fait pas de testament, on n'a pas l'obligation d'ailleurs de faire un testament, le testament n'est pas obligatoire, mais on imagine une personne qui a 3 enfants, si cette personne-là ne fait pas de testament, le patrimoine est réparti en 3. La loi prévoit tout simplement une répartition égalitaire entre les 3 enfants, 1/3 chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, lorsqu'on est dans un contexte familial où tout se passe bien, on n'a pas forcément une volonté d'avantager un enfant plus qu'un autre, aucun intérêt de faire un testament. Donc, ce que je disais, c'est que le testament n'est pas systématique. En revanche, une personne qui n'a pas d'enfant, là, dispose d'une totale liberté, parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de descendants, donc il n'y a pas de réserve héréditaire. Et là, on fait ce qu'on veut. Dans un testament, on peut décider de transmettre la totalité de son patrimoine à une personne, même étrangère, ou à une association. Et donc là, on va parler un petit peu de la nature du legs. La nature des legs. On parle du legs universel. Lorsque je fais un legs universel, donc là, je me positionne dans une situation où je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, donc comme vous l'avez compris, je peux faire ce que je veux de mon patrimoine. Je peux le transmettre en totalité, de manière universelle, à une ou plusieurs personnes. Donc le legs universel, c'est de dire dans un testament, en cas de décès, je transmets tous mes biens à telle personne. Mais je peux très bien dire, je transmets tous mes biens à 2 personnes. C'est parfaitement possible. À 3, à 4. Vous voyez, on a cette possibilité de répartition, mais on parle de legs universel parce qu'on transmet la totalité. On a ensuite le legs à titre universel. Le legs à titre universel, c'est qu'on va simplement dire, je transmets une nature de bien. Par exemple, je transmets tous mes biens immobiliers à telle personne. C'est pas un legs universel parce que ça veut dire que le reste à côté, les meubles, les comptes bancaires peuvent être transmis à d'autres personnes. Donc le legs à titre universel, c'est qu'on va donner notamment, c'est un exemple, on va léguer, pas donner, on lègue, la donation c'est du vivant, le legs c'est en cas de la succession, on va léguer une nature de bien particulier. Et puis ensuite, on a le legs à titre particulier. Je vous donne un exemple très concret. On peut parfaitement dans un testament qu'il y ait des enfants ou pas d'ailleurs, dire je souhaite léguer un objet. Ça arrive parfois, ou des bijoux. Il y a parfois cette volonté de pouvoir transmettre des bijoux qu'on peut avoir, ou une œuvre d'art, un tableau qu'on a chez soi, un tableau pour lequel on est attaché et on veut que
transmettre cet objet à une personne bien déterminée. Et donc, le legs particulier, c'est simplement dans le testament de dire, voilà, tel objet, je souhaite qu'il soit transmis à telle personne. Le legs particulier, ça peut être donc un objet, un bijou, un tableau, ça peut être aussi une somme d'argent. On peut très bien faire un legs particulier de somme d'argent. C'est-à-dire que la famille peut très bien hériter du patrimoine global, mais une personne qui m'a aidé et que j'affectionne particulièrement, je peux décider de lui léguer une somme d'argent dans une certaine limite. Bien sûr, quand on n'a pas d'enfants, on fait ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit, mais si on a des enfants, par exemple, on a 3 enfants, vous avez compris que la réserve héréditaire, c'est 3/4 du patrimoine, eh bien, il reste 1/4 de disponible. Et ben, dans ce quart, je peux très bien mettre, effectivement, faire un legs à une autre personne d'une somme d'argent, à condition qu'on respecte bien, ou d'un objet qu'on respecte bien cette valeur du quart. Et on va, alors ça c'est très important, parler désormais de la forme d'un testament. Tout à l'heure, je vous disais que le testament pouvait être soit manuscrit, c'est le terme du testament holographe. C'est-à-dire que moi, bien sûr, je suis en vie, je rédige mon testament à la main. On appelle ça le testament holographe et c'est parfaitement valable. L'autre forme, on va le voir tout à l'heure, c'est le testament authentique qui se fait devant notaire. Alors, la définition du testament holographe, le testament qu'on va écrire de sa main, doit répondre aux conditions du Code civil. Donc, il y a un article 970 du Code civil qui prévoit que pour être valable, le testament holographe doit être écrit en entier. Quand on dit en écrit, c'est de la main. C'est pas dactylographier ou tout simplement écrire son testament sur un fichier Word, l'imprimer et juste mettre la signature. Ça, c'est pas valable. Il faut qu'il soit écrit. Il faut également qu'il soit daté. Il faut que la date soit connue sur le testament et il doit être signé de la main du testateur. Le testateur, c'est celui, vous l'avez compris, qui rédige le testament. Il n'y a aucune autre règle de forme. Si l'une des règles, c'est ça, que ce soit le côté manuscrit, la date ou la signature, si un des éléments manque, le testament est nul. Petit point, on va aller assez vite, la langue du testament holographe, elle est indifférente. Ça peut surprendre, mais on peut imaginer quelqu'un qui est bilingue, un Français par exemple qui a vécu en Angleterre, il peut très bien rédiger son testament en anglais et déposer chez un notaire en France. Il sera parfaitement valable. La langue n'est pas imposée, donc ça peut être la langue française, une langue locale, étrangère, voire une langue morte. Je pense que ce serait étonnant de faire son testament en latin, mais ce ne serait pas impossible et le testament serait quand même valable. Je souhaite juste bon courage au notaire pour faire la traduction, mais en tout cas, c'est valable dès lors qu'on peut prouver que le testateur maîtrise parfaitement cette langue. Donc, pour ne pas prendre de risques, lorsqu'on est français, qu'on vit en France, on évite de jouer malgré tout avec une langue étrangère, on utilise la langue française. Le testament peut être écrit, alors on nous pose la question, à l'encre, stylo plume, stylo à bille, même au crayon à papier. Le risque, c'est que, évidemment, à un moment donné, l'écriture disparaisse. Bon, pour faire simple, un testament s'écrit de la main sur une feuille blanche avec un stylo à bille de préférence. On peut faire plusieurs exemplaires de son testament. C'est pas interdit, mais il faut que ce soit écrit de la main. Comme je le disais à l'instant, donc le testament peut être écrit sur toutes sortes de papiers et d'autres matériaux. Voilà. Alors, une écriture manuscrite, donc effectivement, il faut qu'il soit manuscrit le testament, écrit de la main de la personne, c'est très important. Il faut savoir aussi qu'on a besoin d'un original. Aujourd'hui, alors, si on a... Donc, ça m'est arrivé, un héritier qui vient à l'étude en disant, voilà, maître l'abbé, j'ai retrouvé qu'une copie du testament. Alors, on voyait bien que c'était quand même la copie probablement d'un original parce qu'on reconnaissait la signature et l'écriture du défunt, mais c'est malheureusement pas valable. C'est-à-dire que si on ne retrouve pas l'original du testament dans le principe, eh bien, on ne pourra pas appliquer cette photocopie ou utiliser cette photocopie pour respecter les volontés du défunt. Alors, bon, je rentre pas dans le détail, on peut éventuellement, après, saisir le tribunal, il faut passer par une décision de justice pour éventuellement, ça s'est vu quand même en jurisprudence, mais c'est très compliqué. Donc vraiment, l'original du testament, il doit être conservé dans des bonnes conditions, on va en parler tout à l'heure, mais il faut qu'on puisse retrouver un original pour éviter toute difficulté. Et puis, comme on le disait, le testament dactylographié n'est pas valable, on ne peut pas utiliser une machine à écrire ou une formule préimprimée, ça ne marche pas. L'aide d'un tiers. Alors, l'aide d'un tiers à l'occasion de la rédaction d'un testament n'est pas interdite.
sous réserve que cette intervention n'altère pas la volonté du testateur. C'est notamment le testament à main assistée ou guidée. Ça peut quand même entraîner des contestations éventuelles, mais concrètement, on imagine une personne qui a une difficulté physique à signer, par contre qui a toute sa tête, on peut prouver qu'elle a évidemment sa parfaite autonomie intellectuelle. Un aidant pourrait non pas écrire à la place de la personne, mais éventuellement aider ou tenir le bras pour que l'écriture et la signature puissent se faire dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que si on imagine une personne qui n'a pas d'enfant ou qui a même des enfants qui souhaitent éventuellement avantager un de ses enfants dans une certaine limite de la quotité disponible, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je vous donnais l'exemple de la personne qui a 3 enfants. Les 3/4 du patrimoine vont aux enfants, mais il y a un quart de disponible. Ce quart de disponible, on peut très bien le transmettre à l'un des 3 enfants. Donc, ce qui veut dire qu'un enfant aurait la moitié du patrimoine. C'est légal. Vous imaginez bien que les 2 enfants qui, potentiellement, dans un contexte familial compliqué, apprendraient que le parent a fait son testament avec l'aide de l'enfant qui a davantage de droits que les autres, qui dispose de la quotité disponible. Il pourrait être tenté de dire notre parent n'avait pas totalement sa volonté. Il faut une date absolument sur le testament. On l'a vu quand il est holographe. Et il faut que la signature intervienne en bas du testament. On ne met pas de signature. Le testateur ne doit pas mettre sa signature en haut. Il faut que la signature intervienne bien après les dispositions. Les limites du testament holographe, et ça va nous permettre de passer au testament authentique, c'est l'incapacité physique de rédiger son testament. Effectivement, si la personne ne peut pas matériellement et physiquement, parce qu'il y a un handicap, rédiger son testament de manière manuscrite, on ne peut pas utiliser le testament holographe. La conservation du testament. Attention, un testament holographe écrit de la main peut tout à fait être conservé chez la personne. C'est parfaitement valable. Le fait de passer chez un notaire pour déposer son testament, ce n'est pas une condition de validité du testament. Le problème, c'est que lorsque vous faites un testament chez vous, que vous gardez votre testament dans votre table de nuit, j'en sais rien, c'est un exemple. Si au moment de la succession, une personne mal intentionnée détruit le testament ou malheureusement le testament est perdu, on ne le retrouve pas, on ne pourra jamais l'appliquer. D'où l'importance d'aller voir un notaire et on va parler dans quelques instants. Le risque aussi d'un testament holographe que quelqu'un fait dans son coin tout seul, c'est le fait qu'il soit interprété parce que les clauses sont pas claires. Donc, malgré tout, quand on fait un testament holographe manuscrit, je vous invite quand même à contacter votre notaire pour vous aider au moins à avoir un contenu efficace. Le testament authentique, donc du coup, c'est pas un testament manuscrit, écrit de la main de la personne. C'est un testament qui va du coup être rédigé par le notaire. Il a la même validité que le testament holographe, mais ce testament authentique va notamment s'adresser à des personnes qui n'ont pas leur capacité physique de rédiger elles-mêmes leur testament. C'est-à-dire que nous, notaires, on prend rendez-vous avec le testateur, avec la personne qui souhaite établir le testament, et on vient à ce rendez-vous soit en présence d'un autre notaire, soit avec 2 témoins. C'est-à-dire ces 2 témoins, ce sont des tierces personnes qui ne font pas partie de la famille du testateur, et ces tierces personnes vont être là pour constater que moi, notaire, je retranscris bien les dernières volontés du testateur. L'intérêt du testament authentique, vous l'avez compris, s'applique pour des personnes qui ne peuvent plus écrire, mais qui par contre ont toute leur capacité pour s'exprimer et donner leur dernière disposition. Mais on peut très bien, et c'est possible, même lorsqu'on a sa pleine capacité, même pour écrire, on peut tout à fait utiliser le testament authentique parce que l'intérêt du testament authentique, c'est qu'il est conservé chez le notaire au rang de nos minutes, il fait partie de nos actes, et là, pour le coup, c'est sûr qu'il ne pourra jamais être perdu parce qu'il il fait l'objet d'une conservation auprès des archives. C'est ce qu'on précisait, on exclut les légataires. Ah oui, alors évidemment, celui qui reçoit le legs ne peut pas être témoin. Il faut qu'il y ait une impartialité lors de l'établissement de ces testaments authentiques. Et les avantages, pas lié à un handicap physique, c'est ce qu'on disait. Une personne à sa capacité ne peut pas signer. On peut utiliser donc le testament authentique et on facilite la conservation. Et le notaire est garant de l'efficacité juridique du testament parce que lors de la préparation de ce testament, on est là pour conseiller le testateur pour qu'il emploie les bons termes. Voilà. Le rôle du notaire, comme je l'ai exposé au départ, on a un devoir de conseil, quelle que soit la forme du testament. Je vous disais, même un testament holographe qui est écrit de la main de la personne, on vous invite, avant de le rédiger à la main, de prendre attache auprès de votre notaire pour qu'on puisse vous donner
des formules, ou en tout cas qu'on puisse vous aider à construire votre testament et avoir les bons termes. Parce que malheureusement, parfois, lorsqu'on ouvre une succession, des héritiers nous communiquent un testament holographe écrit de la main du défunt avec des termes qui sont employés, qui ne sont pas justes malheureusement juridiquement, et ça entraîne des problématiques d'interprétation. Vous imaginez bien que l'héritier un peu lésé va venir contester, il va mettre en jeu des difficultés d'interprétation, on doit passer devant le juge dans ces cas-là qui va valider une interprétation. Donc voilà, prenez rendez-vous avec votre notaire, contactez un notaire avant de préparer un testament. Et puis on sera là pour valider les enjeux civils et fiscaux de la succession, pour vous donner les incidences fiscales. La conservation du testament, pourquoi également passer par un notaire, même pour un testament holographe? Le testament écrit de la main, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait le laisser chez vous, dans votre table de nuit, dans votre bureau. Il sera efficace s'il est retrouvé au moment de votre décès. Mais c'est risqué, vous l'avez compris, quelqu'un pourrait éventuellement le détruire ou le faire disparaître. Pour avoir la garantie qu'un testament puisse être retrouvé au moment d'une succession, et même un testament manuscrit, je vous invite à le déposer chez votre notaire. Parce qu'en tant que notaire, on enregistre votre testament sur un fichier national qui s'appelle le fichier central des dispositions de dernière volonté. Je vous donne un exemple. J'ai un client, même jeune, qui lors d'une acquisition décide de faire un testament en disant je veux protéger ma compagne s'il m'arrive quelque chose. Eh bien, il me dépose son testament à l'étude. Si ce client, donc moi, il est holographe, écrit de la main, mais je l'enregistre sur le fichier national. On imagine ce client va quitter la région, il va dans le sud de la France ou dans le nord. Il décède dans le sud ou dans le nord de la France et pour des raisons pratiques, les héritiers prennent un notaire du nord ou du sud de la France. Il faut savoir que lorsqu'un notaire ouvre une succession, il a l'obligation d'interroger le fichier central des testaments, donc des dispositions de dernière volonté. Et dans ces cas-là, mon confrère qui ouvrirait la succession de mon client de l'époque verrait « Ah tiens, chez Maître Labbé, monsieur Untel a déposé un testament. » Et donc, le fichier central permet de ne pas passer à côté d'un testament. Vous avez la garantie, même si votre testament est écrit de la main, en le laissant au coffre chez le notaire, qu'on ne pourra pas l'oublier. On ne pourra pas passer à côté au moment de votre succession. Le testament authentique, j'en parlais avant, qui est rédigé par le notaire, pour le coup, on ne pourra de toute façon pas passer à côté parce qu'il est aussi enregistré au fichier central et l'acte, de toute façon, par défaut, est dans les archives du notaire. On peut à tout moment modifier un testament. Il faut savoir que lorsqu'on fait un testament, tant qu'on n'y touche pas, c'est celui-ci qui aura vocation à s'appliquer, mais on peut le révoquer à tout moment. Alors, je vais parler après du codicile, mais la révocation du testament, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple avec quelqu'un et vous faites un testament. Malheureusement, il y a une séparation au sein du couple. Eh bien, vous pouvez révoquer votre testament. Ou pensez d'ailleurs à le révoquer, parce que si vous ne le révoquez pas, il est toujours valable. Et plusieurs années après, même après une séparation, le testament aurait vocation à s'appliquer. C'est important pour des personnes mariées qui ont établi entre elles des testaments ou des donations entre époux. En cas de divorce, il y a une révocation de plein droit désormais. Mais pour les partenaires pacsés ou les concubins, il faut penser à révoquer son testament. Pour révoquer un testament, soit on refait un testament qui révoque l'ancien, soit on va chez le notaire auprès de qui on a déposé le testament et on le retire. Et on vous fait signer un registre et puis le testament, vous le détruisez, tout simplement. Le codicile, c'est lorsqu'on décide de compléter un testament en place. On garde le testament d'origine et on complète par un document supplémentaire, mais qui est finalement rattaché au testament d'origine. Et on appelle ça le codicile. En pratique, on vous invite quand même à plutôt révoquer le testament d'origine pour en refaire un nouveau, parce que plus on va avoir de testaments et de codicile, plus ça va coûter aussi des frais pour les héritiers, parce qu'à chaque fois, on doit faire un enregistrement au moment de la succession. Dernier point, la fiscalité des successions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des enfants, chaque enfant, au moment de sa succession, dispose d'un abattement de 100 000 euros. Jusqu'à 100 000 euros, vous avez 3 enfants, vous décédez, 300 000 euros de votre patrimoine sont transmis sans fiscalité. Au-delà, on rentre dans les droits de succession. Lorsqu'on va en ligne collatérale, notamment un frère ou une sœur, vous souhaitez léguer un bien à votre frère ou votre sœur, il ne dispose d'un abattement que d'un peu plus de 15 000 euros. On est à 15 932 euros plus précisément. Et au-delà, on rentre dans les droits de succession à 35 et 45%. Donc, ça coûte assez cher. Ce que je veux dire par là, c'est que pour quelqu'un qui souhaite léguer un bien à un ami, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille, un étranger finalement au plan familial,
En France, c'est fortement taxé. Vous faites ce legs, c'est valable, hein, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, votre ami devra payer 60% de droits de succession. Vous léguez un bien qui vaut 100 000 euros, un petit appartement de 100 000 euros à un proche qui ne fait pas partie de votre famille, eh bien, le legs sera efficace, mais ce proche devra payer 60 000 euros d'impôts à l'État pour se retrouver légataire. Donc, c'est vrai que ça doit être intégré quand même lorsqu'on établit le testament, d'où l'importance du conseil du notaire sur l'aspect civil, ce qu'on veut faire, comment on souhaite répartir son patrimoine, et fiscal, quelle va être l'incidence du legs. On a aussi la possibilité de faire des legs à des associations à charge pour donc les legs à des associations à déclarer d'utilité publique, elles ne sont pas taxées du tout. Donc les associations bénéficient, associations, fondations, bénéficient d'une exonération totale de droits de succession. Et on peut prévoir, il y a un petit système d'optimisation fiscale, on peut le léguer à des associations à charge pour elles de éventuellement faire des versements à des proches. Et on a un mécanisme qui permet de réduire un petit peu la fiscalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des options quand même d'optimisation en termes de transmission. Je vais terminer en deux mots. Tout à l'heure, je vous disais, il y a la situation des personnes protégées sous curatelle, tutelle. Il faut savoir que quelqu'un sous curatelle peut tout à fait aujourd'hui établir son testament sans l'assistance de son curateur parce que le testament est un acte unilatéral. La seule chose, c'est qu'il faudra être vigilant lorsqu'une personne sous curatelle établit son testament, qu'on puisse quand même s'assurer qu'elle comprend ce qu'elle fait et qu'elle n'est pas influencée par quelqu'un. En revanche, une personne qui est sous un régime de tutelle ne pourra pas établir son testament seule sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille lorsqu'un conseil de famille a été mis en place. Sur la partie habilitation familiale, lorsqu'on a mis en place une habilitation familiale, eh bien, le principe, c'est que la personne sous habilitation peut aussi signer seule son testament avec toujours rédigé seule, sous réserve quand même de bien vérifier qu'elle comprenne aussi ce qu'elle fait. Et puis, vous avez le mandat de protection future. Lorsqu'un mandat de protection future est activé et que le mandataire, qui est une personne protégée, décide de faire son testament, elle peut le faire seule, mais de la même manière, on sera très prudent pour s'assurer et se ménager la preuve d'une compréhension au niveau de la rédaction du testament. Voilà, j'ai été assez vite sur ce dernier point. Merci beaucoup, maître. C'était passionnant. Merci à vous d'être présent et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.